Lisa, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Aujourd'hui, un épisode qui s'appelle Longtemps qu'on n'a pas fait, spotlight sur Naila, qui est dans la relève Karmakin, ces épisodes que je faisais plus souvent dans le lancement du podcast. Et là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas publié un. Fait que je suis super reconnaissante de m'asseoir avec toi aujourd'hui, Naila. Bienvenue sur le podcast. Merci. Écoute, dans le fond, on va rentrer dans ton histoire, dans les raisons pourquoi j'étais comme tu serais une personne parfaite pour l'épisode de la relève. Mais je vais juste rappeler un peu aux gens qui sont peut-être nouveaux sur le podcast. Dans le fond, c'est ça. Quand j'ai lancé mon podcast, moi, je redonne à la cause des jeunes, des enfants, des ados de différentes façons à chaque année. Puis je trouvais ça cool d'offrir la plateforme de temps en temps à, c'est ça, des jeunes adultes, des personnes qui ont des passions, qui suivent leurs rêves, un peu comme toi, tu sais. Puis on a eu Lina qui avait 10 ans. Elle voulait sauver la planète. Après ça, on a eu Anaïs qui a fait la voix au Mexique, qui nous parlait de sa passion pour le chant puis la danse. On a eu qui d'autre? Marjorique, lui, qui était en monde, genre multimédia avec son propre podcast à 13 ans. On a eu Léonie à 19 ans qui nous a parlé de comment elle s'est gardée en forme pendant la pandémie. Fait que bref, plein d'épisodes. Si vous les avez manqués, là, faites une petite recherche sur le podcast. C'est toujours Spotlight sur avec le nom de la personne. #relève Karmakin. Donc, c'est un épisode comme ça aujourd'hui parce qu'effectivement, j'ai été connue à travers Sarah qui va venir sur le podcast aussi bientôt, qui m'a parlé de toi avec tellement de belles choses à dire, des beaux compliments, des belles qualités. Juste le peu qu'on connaît, qu'on a jasé ensemble aujourd'hui, ben je remarque qu'on a déjà plein de choses en commun, entre autres le monde athlétique, tu sais, de suivre notre passion. Bon, moi, c'était le passion artistique, toi, c'est la course, notre passion pour le voyage aussi. Je veux dire, tu as déjà fait un premier backpack trip solo, fait qu'on va jaser tout ça. Mais avant, dis-nous, dans le fond, c'est ça, t'as quel âge, où est-ce que tu habites en ce moment, d'où tu viens? Fait que présente-toi un petit peu là pour commencer notre conversation. OK, donc je m'appelle Naila, j'ai 20 ans et je viens de Vaudreuil-Dorion au Québec. J'ai vécu là toute ma vie et ma famille habite encore là. Mais cet été, en août, j'ai déménagé aux États-Unis pour poursuivre ma passion en athlétisme. Donc maintenant, j'habite à Evansville, en Indiana. Et ça fait quelques mois que je suis ici déjà. Et c'est ça, je me suis fait recruter pour courir pour l'université en Division 1 NCAA. Donc, c'est comme le circuit sport universitaire aux États-Unis. C'est ça, je cours pour l'équipe d'athlétisme et de cross-country aussi. Quand est-ce que ça a commencé ta carrière dans ce sport-là? Est-ce que ça a été love at first sight? T'as commencé à courir puis t'as tombé en amour avec ça? Est-ce que tout le monde dans ta famille court puis c'est un peu comme par défaut que ça a fait partie de ta vie? T'as commencé comment puis quand à courir? Ma mère, elle a tout le temps couru de ce que je me rappelle quand j'étais plus jeune. Fait qu'elle allait faire des jogs, elle voulait faire des demi-marathons. Fait qu'elle courait tout le temps. Puis je me rappelle, j'allais courir avec elle des fois, m'emmener avec elle dans ses sorties. Puis sinon, j'ai vraiment découvert le sport plus à mon école primaire parce que mon prof d'éducation physique nous invitait à faire des cross-country comme régional contre les autres écoles de la province. Et c'est là qu'ils m'ont dit que j'avais un talent. Ils m'ont dit tu cours vraiment vite, tu devrais essayer de faire le cross-country. Puis aussi, il y avait le triathlon à l'école Sainte-Madeleine. Donc, c'est vraiment par là que j'ai découvert. Puis la première fois, quelqu'un m'a dit que j'aurais du talent dans ce sport-là. Mm-hmm. Donc, je me suis mis à courir pour l'école. Et après ça, je me suis mis à faire le circuit endurance, qui a comme plusieurs courses dans la région. Et j'avais gagné le circuit, je pense, la deuxième année que j'ai fait la course. Donc, j'avais peut-être 11 ans, je dirais. Okay. Et là, c'est là que j'ai rencontré mon coach, Claude David, mon coach d'athlétisme. Puis, il m'a demandé de venir rejoindre le club d'athlétisme de Vaudreuil-Dorion. OK, très cool.
Ceux qui connaissent pas trop l'athlétisme, là, que c'est pas leur sport, dans le fond, il y a différentes sous-disciplines, ou peut-être que j'utilise pas le bon terme, là, mais parle-nous donc un peu de le sport de l'athlétisme en général. C'est quoi les différentes épreuves? Toi, est-ce que tu t'es spécialisé justement dans une course de telle ou telle durée? Tu sais, comment ça fonctionne? Dans le fond, l'athlétisme, t'as des sports de course et t'as des sports de pelouse, qu'on dit. Donc, tu peux avoir des sauts, des lancers, mais aussi, fait que mettons, soit en longueur, soit en hauteur, différents lancers. Mais moi, je me spécialise vraiment juste en course. Donc, il y aurait des sprints, des courses de demi-fond et des courses de fond. Donc, sprint, c'est 100 mètres, 200 mètres, c'est plus court, mais moi, je fais vraiment demi-fond. Fait que c'est 800 mètres, 1500 mètres, mes distances préférées à moi, puis dans lesquelles je me suis spécialisée. Puis des fois, je peux faire en cross-country, mettons, c'est un peu plus long, mais cross-country, c'est pas partie de l'athlétisme. Fait que c'est un sport vraiment différent en automne. Fait que ça, je le fais aussi, mais pour juste l'athlétisme, c'est 800 mètres et 1500 mètres, mes distances préférées. Okay. Et quand j'étais plus jeune, il y avait le 800 mètres, mais pour les plus jeunes, en bas de 16 ans, je pense que c'est 1200 mètres au lieu de 1500 mètres. Fait que je faisais 800 mètres, 1200 mètres quand j'ai commencé, puis même des fois 2000 mètres aussi. Tu sais, là, moi, je t'écoute parler, puis je suis quelqu'un qui adore l'activité physique, je m'entraîne depuis que je suis tout petite, mais la course, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui me connaissent à l'écoute qui vont partir à rire parce que c'est quelque chose que je dis souvent. Genre, moi, j'aime pas ça, courir, comme... Il y a beaucoup de personnes. C'est ça, je cours une fois par 4 ans, tu sais, puis j'exagère même pas, c'est littéralement ça. Est-ce que tu aimais ça à 10, 11, 12 ans? On dirait que j'ai de la misère à visualiser, puis j'ai fait plusieurs conférences ou des ateliers dans des camps de jour, dans des écoles. Fait que, tu sais, c'est rare qu'on voit des jeunes de cet âge-là actually aimer la course. Et j'ai envie de dire, surtout ces distances-là, tu sais, on va les voir faire des courses puis sprinter. C'est très court, très intense, très compétitif. On peut voir ça peut-être plus souvent, mettons, au primaire, au secondaire. Mais, ouais, est-ce que tu aimais vraiment ça dès le début? Est-ce que tu as gagné à aimer ça? Est-ce que c'est parce qu'on t'a dit que tu avais du talent et que tu t'es dit, ben, non, tu sais, je vais faire ça? Ça s'est développé comment, ton amour pour le sport? Ben, c'est une bonne question. Parce que dans le fond, comme quand j'étais plus jeune, j'ai fait d'autres sports, mais plus, mettons, soccer, natation, des sports comme ça. Mais je savais que, mettons, quand j'étais plus jeune, je jouais au soccer, ma force, c'était la course. Je suis capable de courir longtemps sur le terrain sans arrêter. Fait que je savais que j'avais comme un potentiel dans ce sport-là, mais mettons, aller jogger avec ma mère, ça, j'aimais ça parce que je parlais avec ma mère, c'était le fun. Mais je me rappelle que les premières courses, en fait, j'ai vécu beaucoup plus de stress que d'amour pour ce sport-là parce que ça me stressait beaucoup. Puis là, c'était comme sur des courses sur route au début aussi. Puis l'ambiance, puis je sais que j'étais terrifiée. J'avais vraiment peur. Puis je sais pas à quel point que j'aimais ça, mais j'aimais que je performais ou que, tu sais, que le monde me disait que j'étais talentueuse dans ce sport-là. Mais tu sais, j'ai jamais été forcée de le faire non plus. Je revenais toujours à vouloir quand même faire la prochaine compétition. Je pense pas que c'était l'amour, un coup de foudre pour ce sport-là au début. Mais par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est le sentiment, sûrement que tu as déjà entendu parler, mais le sentiment d'après-course que, tu sais, l'adrénaline qui part après, puis on se sent bien, on se sent heureux, on est comme fiers de nous. Fait que ce sentiment-là, on dirait que j'ai une petite addiction à ça. Je veux tout le temps aller chercher le nouveau feeling de me sentir bien après. Donc ça, je pense que je suis tombée en amour avec ce sentiment-là, plus qu'avec le sport au début. Ouais. Puis tu sais, n'importe qui écoute en ce moment, on a une leçon juste là, même si la personne en ce moment est sédentaire puis qu'elle veut se mettre un petit peu plus en forme puis commencer que ça soit un programme muscu dans son salon, ben c'est ça, le processus, c'est souvent chiant, là, je m'excuse du mot, mais comme c'est stressant, on a des blessures des fois, on va en reparler après, ou on a des courbatures, c'est pas nécessairement la chose qu'on adore le plus dans la vie, tu sais, de faire nos 2 séries de squats ou de faire notre 800 mètres, mais c'est le feeling après qui fait en sorte que, aïe, on se sent accompli, on se sent fier, on se sent énergisé, on sent que on se rapproche d'un objectif quelconque, tu sais, fait que en tout cas, moi aussi, c'est comme ça que je le coach. Mettons de l'attention sur ce feeling-là après qui va nous aider à se discipliner, à retourner à l'entraînement le lendemain ou à refaire notre programme de muscu ou à aller ressortir dehors, marcher ou jogger, peu importe c'est quoi l'objectif de la personne avec le mouvement, l'activité physique, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment vrai parce que c'est pour n'importe quelle activité. Après qu'on bouge, on se sent tellement bien. C'est que ça soit, je sais pas, je me considère un peu addict au sport aussi en général, juste par le feeling que ça me donne après parce que on se sent bien. Puis après ça, mettons, même pour étudier, mettons, une fois que je bouge le matin, ben, je me sens tellement bien, je me sens tellement accomplie, là, je me sens concentrée, je m'en vais faire mes devoirs, ok, je vais aller ramasser ma chambre, je me sens juste motivée en général après, fait que ça, c'est vraiment bien.
Absolument, absolument. Tu disais que bon, au début, tu étais terrifiée, ça te stressait, tu sais, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu es encore stressée aujourd'hui? C'est quoi les stratégies que tu utilises ou que tu as découvert ou que tu as travaillé dans les dernières années pour peut-être, je pense que tu sais, le stress, il est là, hein, je veux dire, il est important, mais peut-être pour mieux le gérer, ce stress-là, pour mieux le vivre, pour peut-être le laisser moins t'envahir. C'est quoi ta relation avec le stress puis l'évolution de ça dans les dernières années? Ben c'est sûr, je suis encore très, très stressée par les compétitions. Le stress n'est jamais vraiment parti. Il s'est juste transformé un peu. Comme quand j'étais plus jeune, c'était un peu de l'inconnu aussi qui faisait partie de ça. Maintenant, je sais dans quoi que je m'embarque, je sais mes compétitions. Mais le stress, je veux dire, dans mes années, je pense que quand j'avais 15 ans, à un moment donné, c'était trop de stress que on a consulté un psychologue sportif pour m'aider, me donner des trucs. J'avais des rendez-vous à chaque semaine parce que des fois, ça devenait même trop pour moi. Puis ça m'a vraiment aidé parce qu'il me donne des trucs, arriver à visualiser la course avant. Tout ça, je le fais encore. Fait que je visualise ma course le soir avant. Comme ça, il y a moins d'inconnus. Je sais qu'est-ce qui va se passer. J'essaie de visualiser positivement aussi. Mais même encore là, toutes mes courses avant de courir, je stresse. C'est vraiment difficile à gérer mentalement parce que c'est un stress de performance. T'sais, je veux tellement bien faire, puis j'ai tellement mis d'efforts que c'est un stress de vouloir performer tellement. Mais j'essaie de me dire dans ma tête des choses positives. J'essaie de visualiser beaucoup. Puis quand je suis sur la ligne de départ, je me répète tout le temps, j'ai comme des mots que je me répète. Je me dis tout le temps « I can and I will ». Fait que je me répète ça roule dans ma tête jusqu'à temps que j'entends le coup de fusil. Puis après ça, ben je pense plus à rien. Je fais juste partir. Puis j'exécute ce que je me suis pratiquée pour faire. Ouais, exactement. Puis tant mieux qu'on soit encore stressé avant une course, une compétition de patin, un meeting important, une conférence au travail ou peu importe encore une fois, parce que le stress, en fait, c'est une réaction physiologique à un agent stresseur. Fait que c'est tant mieux, ça veut dire que ton corps, il est en santé puis il sécrète les bonnes hormones quand tu fais face à un agent stresseur, tu sais. Fait qu'on entend souvent, il y a du bon stress, il y a du moins bon stress, mais le stress, c'est neutre. Encore une fois, c'est une réaction que ton corps va faire. Ton cœur va battre plus vite, il y a du sang qui va s'en aller dans tes muscles, tu vas sécréter justement du cortisol ou de l'adrénaline, tu sais. Donc, quand on ressent ce stress-là, ben, au lieu de faire comme, oh mon Dieu, je panique, je suis stressée, on peut à la place se dire, hey, cool, mon corps, il est en santé puis il réagit de la bonne façon, tu sais. Après, effectivement, c'est à nous d'utiliser nos trucs, notre visualisation, nos mantras, nos affirmations, peu importe, tu sais, pour mieux arriver à vivre cette réponse physiologique-là et pas se laisser justement tomber dans une spirale négative que là, on peut, ça peut mener justement à du stress qui devient, j'ai envie de dire, néfaste, que ça soit pour notre santé ou nos performances, dans ton cas. Mais oui, je pense que c'est ça, c'est devenir ami avec ce stress-là. Puis même au niveau de ce que ça occasionne dans le corps, tu sais, souvent moi j'avais un coach qui disait comme change le mot en excitation, tu sais, comment je suis excitée. Tu sais, au lieu de dire je suis stressée, je suis anxieuse, ben je suis excitée parce que c'est un peu la même petite énergie qui est super active puis un peu en ébullition, mais juste de changer les mots qu'on utilise, tu sais, c'est comment je suis stressée, non, tu sais, je suis excitée. Juste ça peut être un truc qu'on peut garder en tête. Fait que non, c'est super. Mais ça fait bien de sens, ouais, parce que dans le fond, c'est un excitement aussi parce que tu sais que ça va faire quelque chose dans le fond que t'aimes, ça va faire quelque chose d'important. Puis ce stress-là, d'habitude, j'ai réalisé le plus gros stress que j'ai eu, d'habitude, je performe encore mieux parce que j'ai tellement d'adrénaline, mon corps est tellement prêt que je fais des super performances après. Fait que c'est vrai qu'il faut le voir plus en un ami qu'un ennemi dans ce cas-là. Exactement. Puis ça se travaille, tu sais, je veux dire, c'est pas d'une course à l'autre ou du jour au lendemain en claquant des doigts qu'on devient ami avec notre stress, mais ça se travaille, puis ça peut évoluer. Tu parles de ces courses-là, où est-ce que c'est ça, tu te sens, t'as un bon stress, tu te performes bien. J'imagine qu'il y en a eu que tu as moins bien performé, que tu étais peut-être déçu de tes performances, que peut-être qu'il s'est passé quelque chose X, Y, Z, puis que tu n'as peut-être pas eu le classement ou le temps que tu voulais. Tu réagis comment? Tu vis ça comment quand tu performes moins bien que... Ouais. C'est difficile. Dans ce sport-là, je trouve ça difficile parce que on court pour des temps, on court pour aller chercher des demi-secondes, tu sais. Fait que c'est vraiment, faut vraiment que cette journée-là, tu sois à ton 100% de sentir bien à 100%, ton corps se prend à 100% pour faire ton meilleur temps. Puis ça arrive pas souvent que tu fais ton meilleur temps. C'est quand tu fais, on appelle ça un PB, personal best, mais quand tu fais ton PB, c'est que c'est très rare. Fait que ça arrive souvent que je fais des performances qui sont pas mes meilleures performances. Puis souvent, je fais des performances aussi que le temps est vraiment mauvais. Mais ça, c'est difficile mentalement parce que
Au début, c'est difficile mentalement parce que je me dis, OK, est-ce que c'est que je suis pas en forme? Est-ce que je redoute souvent de moi-même? Mais c'est souvent dans l'heure qui vient de passer. Après ça, je prends le temps de m'asseoir, de dire, OK, ça arrive. J'essaie de voir les conditions extérieures. Est-ce qu'il y avait beaucoup de vent? Est-ce que cette semaine, j'ai fait un gros entraînement que j'avais encore dans les jambes? J'essaie d'évaluer l'extérieur. Puis après ça, je me dis, OK, bon, ça c'est fait. Je mets ça derrière moi. Puis là, je suis prête à travailler pour la semaine prochaine, de faire tout comme il faut, bien dormir, bien m'étirer, tout ce qui est à l'extérieur de l'entraînement aussi. Fait que c'est vraiment, c'est comme un petit processus. Je suis vraiment déçue. Après ça, j'essaie d'évaluer. Puis je me dis, OK, je laisse ça derrière. Puis maintenant, je vais juste travailler plus fort pour la prochaine. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans n'importe quelle sphère de notre vie quand on est déçu, quand on a une émotion qui est peut-être moins agréable à vivre. Comme prenons le temps de pleurer, prenons le temps d'être déçu, prenons le temps d'être fâché, prenons le temps de peu importe. Puis après ça, OK, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation-là? Puis à la prochaine compétition, qu'est-ce que je peux amener avec moi grâce à ce que j'ai appris aujourd'hui dans cette performance-là qui était peut-être pas à la hauteur de mes attentes, tu sais? Ouais, exactement. J'imagine que tu as des coachs, j'imagine que tu as des gens qui t'aident, qui t'inspirent, qui te mentorent de quelconque façon. Parle-nous un petit peu de c'est quoi l'équipe de gens qui t'aident autour de toi, surtout là que tu es rendu vraiment aux États-Unis à faire ça, c'est ça, encore plus un niveau encore plus élevé, là. Ça ressemble à quoi, le support que vous avez, les coachs? On a un head coach puis un assistant coach. Et aussi, on a une équipe de athletic trainer. Fait que eux, dans le fond, après les entraînements, on peut y aller quand on veut. Et eux, ils peuvent nous faire comme des genres de massage, des genres d'étirements. Ils vont vérifier si j'ai une douleur. Je sens, mettons, ma jambe est un peu plus tendue d'un côté. Fait que je vais aller le voir, il va vérifier. Après ça, ils me donnent des séries d'exercices. Fait qu'on peut aller faire des exercices dans cette salle-là. Puis on a accès à des comme ultra choc ou je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des affaires de choc. Ils peuvent nous faire scraping avec comme du métal. Fait qu'on a plusieurs techniques qu'ils nous donnent. On a des bottes de recovery, fait que si on se met dans des grosses bottes d'air, de compression, puis ça nous aide à récupérer. Sinon, à l'école, il y aurait aussi un préparateur mental. Et de la maison, j'ai encore ma nutritionniste que j'appelle assez régulièrement, quand on parle des plans de nutrition, qu'est-ce qu'il est bon à manger avant la course, après, et mon coach à la maison aussi que je garde en contact avec toujours, Claude David, qui est tout le temps là pour moi encore. Ouais, une belle équipe. Puis c'est cool de voir ça parce que moi, je me souviens quand je patinais, il y avait énormément d'emphase sur l'entraînement. Genre, on était sur la glace, des longues heures, on sortait de la glace, on allait faire du hors-glace. Et il y avait beaucoup moins de temps, d'importance mis sur justement préparation mentale, nutrition, récupération. Fait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se blessaient ou des athlètes comme moi qui arrivaient en compétition puis qui choquaient parce que j'avais zéro confiance en moi puis justement le stress embarquait. Fait que tu sais, moi, d'avoir eu plus de préparation mentale, d'avoir eu plus de façons et de modalités pour mieux récupérer, je pense que j'aurais eu une fin de carrière de patineuse à 16, 17, 18 ans différentes, tu sais. Bon, on apprend évidemment, puis aujourd'hui, I know better, là, tu sais, puis j'ai coaché moi le patin pendant vraiment longtemps, fait que ça m'a permis de justement utiliser qu'est-ce que j'ai appris en tant qu'athlète pour transmettre ça. Mais je pense que dans la vie en général, tu sais, de toujours mettre l'accent puis tout l'effort puis le focus sur une seule chose, un peu comme dans la santé, je veux dire, même si tu t'entraînes 10 heures par jour, si tu manges du McDo à tous les jours, puis que tu dors pas bien, puis que tu gères pas bien ton stress. Non, ça marchera pas. T'as mal partout, ça marchera pas, exactement, tu sais. Qu'est-ce qui est plus difficile pour toi dans toutes ces modalités-là puis ces sphères-là? Puis je reviens à un exemple parce que tu parles puis ça me rappelle tellement de souvenirs de quand je patinais. Mais moi, j'adorais sauter, là. Moi, j'étais sur la glace puis je pouvais sauter, faire mes sauts pendant des heures. Mais si tu me disais, par exemple, Claudia, tu dois travailler, je sais pas moi, genre un jeu de pied pendant genre 20 minutes que comme j'aime moins, tu sais, c'était plus difficile pour moi de mettre du temps là-dessus. Tu sais, tu dois te reposer puis pas patiner en fin de semaine, ça, je trouvais ça difficile parce que moi, je voulais patiner 7 jours sur 7, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile pour toi pour équilibrer justement toutes ces sphères-là, toutes ces façons-là de t'aider avec ton succès puis tes performances? Dans le fond, on a notre entraînement constamment, c'est qu'on aurait 2 à 3 grosses pratiques par semaine, fait que c'est des pratiques d'intensité sur la piste. Mais dans le fond, on a toujours un jour de congé. Fait que le reste, ça va être des jogs plus récupérateurs. Puis là, dans notre phase de la saison qu'on est en ce moment, on fait beaucoup de doubles sorties. Donc, le matin, on va sortir, exemple, 35 minutes. Puis en après-midi, on va retourner courir encore. Fait que là, ça fait que dans ma journée, 2 fois, faut que je m'habille, j'aille courir, je prenne ma douche. Après ça,
j'étudie, je vais à l'école, puis après ça, en soirée, il faut que je refasse la même chose encore. Fait que ça, des fois, c'est plus difficile. Après ça, mentalement et physiquement, les entraînements les plus difficiles, c'est les entraînements sur piste parce que c'est vraiment de l'intensité. On va faire des 200 mètres, 300 mètres haute vitesse. Puis après ça, on a une séance de musculation après ces entraînements-là. Sauf que après ces entraînements-là, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Je suis épuisée de ma journée. Sauf qu'il faut que j'aille faire mes étirements parce que sinon, je vais me blesser. Puis ça, c'est vraiment le moins de motivation que j'ai dans ma journée. C'est de quand j'arrive dans ma chambre, puis j'ai juste envie d'aller dormir, relaxer un peu. Et là, il faut que j'aille faire du rouleau, des étirements. Ça m'énerve un peu. Là. Mais je le fais quand même. C'est le bout que j'aime le moins, mettons. Ouais, je comprends. Mais c'est ça, c'est la discipline puis de faire confiance au processus que si je fais tout ce que je suis supposée faire, ben, je vais arriver sur la piste le jour J puis au moins, peu importe le résultat, je vais savoir que j'ai tout donné dans ma préparation, tu sais. Puis ça, on a le contrôle là-dessus. Tu sais, tu parlais tantôt du vent, y a-tu plus de vent aujourd'hui, y a-tu telle autre affaire à l'extérieur de soi sur lesquelles tu avais peut-être moins de contrôle, mais l'effort, le temps, la passion, le cœur qu'on met à l'entraînement, à la préparation, ben ça, on a le contrôle là-dessus, tu sais. Fait que c'est... Ouais, c'est ça. C'est comme... Ce qui est plus tough aussi, c'est que, mettons, mes entraînements sur piste, je vois plus clairement le résultat. Tu sais, je m'entraîne, je fais mes temps, fait qu'en compétition, je vais refaire mes temps, mais mes étirements puis mon rouleau, ben tu sais, c'est pas... je suis pas c'est moins concret, là. C'est moins concret, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais que ça m'aide, c'est juste que on dirait que je suis comme crime. Des fois, j'aimerais ça juste aller regarder un film puis pas les faire cette soirée-là. Là. Exactement. Puis encore une fois, ça me fait penser à certaines de mes clientes qui nous écoutent ou des femmes qui sont à l'écoute. Des fois, on évite à je vais skipper ma marche à soir, je vais skipper mon entraînement. C'est-tu vraiment ça qui va changer genre mes résultats de je sais pas moi ma perte de poids, ma remise en forme, tu sais, mais c'est-tu une seule chose? Non, mais c'est l'accumulation de tout ça qui va amener les résultats. Par une fois que c'est facile de dire, mais je le vois aussi avec justement mes étirements. C'est une soirée, je décide que je le fais pas. Ben l'autre soirée, ça va me tenter encore moins de le faire. C'est encore plus facile de reskipper. Donc, je me dis, OK, je me laisse jamais le droit de les skipper parce que sinon, si je commence, je vais être dans un pattern que c'est beaucoup plus plaisant et facile de les skipper. Ouais, absolument. Une autre leçon ici à garder en tête, c'est sûr. Puis en fait, tout ça, c'est ça. Le but, en fait, c'est de prévenir les blessures beaucoup, tu sais, d'optimiser la récupération, tu sais. Tu as eu une fracture de stress l'année passée. Je sais que ça a été quand même assez difficile. Évidemment, tu as été arrêté pendant un bon bout. Là, you're back. Tu as fait des super bons temps dernièrement. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'es blessé, comment ça a été de vivre cette période-là pas facile où est-ce que justement tu peux plus t'entraîner autant. Et de faire ton comeback, tu sais, puis de revenir encore plus forte. Ça a été quoi tout ce processus-là? Ben dans le fond, c'est ça. C'est que j'ai une fracture de stress. Dans le fond, j'ai fait ma saison de cross-country, c'était en 2022, je pense l'automne 2022. J'ai fait une partie de ma saison de cross-country, mais mes jambes commençaient à me faire beaucoup mal. Puis c'était des douleurs un peu, fallait que je m'arrête pendant mes entraînements. Je trouvais ça vraiment étrange, mais je pensais pas que ça serait une fracture de stress. Et après ça, j'ai continué à courir dessus. Puis en hiver, c'est là que j'allais faire des radiographies et MRI et que j'ai vu qu'il y avait une fracture de stress. Donc ça a été vraiment, vraiment difficile parce que je cours depuis que j'ai 10 ans. Puis ce sport-là, je me définis beaucoup par ce sport-là aussi. Fait que de devoir arrêter ce que je fais à tous les jours, arrêter de voir mes amis aux entraînements. Puis je me suis retrouvée vraiment dans un moment de comme, OK, je suis qui? J'ai fait quoi de ma vie maintenant? Parce que c'était un arrêt total pendant 2 mois. Après ça, c'était une reprise partielle, mais j'ai recommencé en faisant 30 secondes course, 5 minutes marche. Fait que ça aussi, c'était vraiment difficile parce que je pouvais partir pour 1 heure plus long encore de courir. Donc, je me suis mis à faire beaucoup de vélo, beaucoup de natation, mais j'ai beaucoup appris sur moi aussi. Je me suis mis à passer, j'ai passé plus de temps de qualité avec des amis, du temps que j'avais moins pendant que je m'entraînais. Et ça m'a permis aussi mentalement de revenir beaucoup plus forte parce que c'était difficile parce qu'il fallait que j'aille faire mes entraînements de vélo et de natation tout seul tous les jours. Donc, tous les jours, je partais le soir, essayer d'aller nager tout seul, me faire des entraînements. C'était vraiment difficile. Mais là, je suis revenue de ça, puis j'ai fait récemment, la fin de semaine passée, mes 2 meilleurs temps à vie aux 800 mètres et 1500 mètres. Donc, je suis vraiment revenue de cette blessure-là, revenue plus forte. Puis c'était ma plus grosse crainte que j'avais quand j'étais blessée parce que je voyais pas comment j'allais m'en sortir parce que justement je pouvais pas courir. Mais je suis revenue de ça et ça m'a aussi permis pendant l'été passé parce que d'habitude mes étés sont vraiment consacrés à l'athlétisme aussi.
pour les compétitions. Mais l'été passé, vu que j'avais pas de compétition, je suis partie en voyage backpack avec mon ami au Portugal. Donc, ça m'a permis de vivre une autre expérience que j'aurais pas vécue avec la course. Ouais. Tu sais, la phrase cliché, là, rien n'arrive pour rien. Ouais, exact. Je veux dire, des fois, c'est ça. Des fois, on a des épreuves, des défis, des blessures, une maladie, quelqu'un dans notre famille qui vit quelque chose, tu sais, puis c'est pas facile à vivre, là, évidemment. Mais souvent, pour pas dire tout le temps, mais souvent, on en ressent plus fort. On a grandi, on a appris quelque chose, puis justement, c'est des choses qu'on peut apporter avec nous dans le prochain chapitre, dans la prochaine course, dans le prochain objectif, tu sais, peu importe. Et encore une fois, je résonne tellement avec le sport devient ton identité. Tu sais, je veux dire, un exemple, on pouvait pas avoir de toupette parce que je veux dire, quand tu patines, t'as les cheveux par en arrière. Ouais. Ça va jusqu'à comment tu te peignes, comment tu t'habilles. Tout devient ton sport, surtout quand justement t'es adolescente, tu sais, ou jeune adulte, où est-ce que t'as pas encore, par exemple, de maison, d'enfants, de carrière à t'occuper, tu sais. C'est pas mal tout ce que tu fais. C'est tout ce que t'as, c'est tout ce que tu fais. Tes amis viennent de ce monde-là, ton quotidien tourne autour de ça. Donc, c'est certain que ça fait un méchant vide, un deuil, puis ça remet des choses en question de ça. Je suis qui sans mon sport, tu sais. Fait que moi, je trouve ça vraiment cool que tu aies pu justement en profiter pour vivre autre chose, une autre expérience de vie en dehors du sport. Évidemment, le voyage, comme tu sais, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Oui. Qu'est-ce que ça t'a appris de voyager comme ça avec backpack, ton ami, dans un nouveau pays? C'était quoi les choses que tu as appris sur toi, justement, de te mettre dans cet environnement-là différent, puis de vivre cette expérience-là? Ben, dans le fond, c'est que j'ai voyagé avec une amie. C'est une amie de course que j'ai vraiment connue à cause de l'athlétisme depuis qu'on est jeune. Son nom, c'est Juliette. Donc, moi puis Juliette, depuis qu'on est vraiment jeune, on se voit à toutes les compétitions. Puis elle vient du Saguenay. Fait que, moi, je viens de Vaudreuil-Dorion, ce qui est comme 5h30, on va dire. Mm-hmm. Donc, on se voyait juste à cause de l'athlétisme. Et Juliette, ici, elle a une blessure. Fait que les deux, on n'a pas pu avoir notre saison. Puis on s'est dit qu'on allait faire un voyage pour avoir quelque chose de bien, de fun dans notre été sans avoir nos compétitions. Ouais. Fait que c'est ça, on est partis ensemble. C'était vraiment au début, c'était un petit peu épeurant parce que tu sais, on part, c'est la première fois moi que j'allais en Europe aussi, donc tu sais de partir, tu sais pas trop où on s'en va. On marchait beaucoup, on se disait qu'on va marcher jusqu'à nos hébergements. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On regardait un peu sur internet, on a fait du hiking, on a marché, on a trouvé des plages. Fait que c'était vraiment de se débrouiller. Mm-hmm. Puis d'arriver plusieurs péripéties, genre manquer le train après ça, pas comprendre parce qu'ils parlaient pas anglais, puis essayer de, tu sais, vraiment de se débrouiller. Fait qu'on s'est bien débrouillé. Puis aussi, ça m'a fait apprendre à, tu sais, on a gardé notre calme, on a pris ça au lieu de paniquer, on en riait, au lieu de se dire, crème, là on est pris un moment on était pris dans une certaine portion d'une île, puis on savait plus où aller, mais tu sais, à place, on en rit, on prend ça calmement, puis on s'en est sorti, tout a été correct. Fait que c'était vraiment d'apprendre à gérer des problèmes, mais comme de les gérer d'une bonne façon. Mm-hmm. Puis aussi, ben avec elle, on s'entend vraiment bien. Puis j'ai réalisé à quel point aussi que c'était une bonne amie pour moi. Puis que, tu sais, j'ai réalisé quel genre d'amie que je veux avoir dans ma vie aussi. C'est vraiment quelqu'un comme elle parce que on n'a jamais eu de chicane. On a juste, tu sais, tout s'est tellement bien passé. Puis quand t'es autant avec une personne, tu sais, 24/7 avec quelqu'un, puis on fait juste marcher, fait qu'on fait juste se parler, on fait juste, ben, j'ai beaucoup appris sur quel genre d'amis je veux m'entourer puis quel genre de personnes je veux avoir dans ma vie. Fait que ça aussi, c'est la réflexion. Ouais, tellement. Puis c'est ça, le voyage, ça te met dans des situations, surtout quand t'es toute seule ou mettons avec une amie, tu sais, t'es dans un environnement qui est inconnu, ben t'as pas le choix de te débrouiller, en fait. Fait que tu vas trouver à l'intérieur de toi des choses que t'aurais peut-être pas découvert à la maison ou en restant dans une routine, entre guillemets, plus normale. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de t'exposer à différentes choses, différentes langues, différentes cultures, évidemment, mais c'est de faire comme, hey, si je suis capable de me débrouiller dans telle situation, ben quoi d'autre que je peux faire, quoi d'autre que je peux essayer, tu sais, ça repousse la zone de confort, puis ça repousse les limites qu'on se met des fois à nous-mêmes en face de l'inconnu. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais refaire? Là, je sais que tu es à fond dans ta course, revenu de ta blessure, mais ce genre d'expérience-là de voyage, est-ce que tu te vois peut-être voyager même pour ton sport, tu sais? Oui, c'est sûr. J'ai vraiment une passion de voyage. Donc, cet été, je vais aller en Espagne, après en Italie. Et ouais, j'y prévois vraiment, j'aimerais ça chaque année maintenant, m'assurer d'avoir au moins un voyage, de planifier dans mon été, tu sais, que ça soit, mettons, même États-Unis. États-Unis, j'ai voyagé encore. Pendant que j'étais ici, ben, une fin de semaine, j'avais pas de compétition. J'essaie de trouver une façon d'aller un peu explorer ou de voyager parce que je trouve que j'apprends beaucoup sur moi, j'apprends beaucoup sur le monde. J'aime ça
m'ouvrir comme aux différentes cultures. J'aime ça apprendre. Donc, pour moi, c'est essentiel de voyager à chaque année. Fait que c'est ça que je vais refaire. Ouais, très cool. J'ai été en Espagne un mois à la fin 2022, puis je m'en vais en Italie en mai 2025. Fait que on pourra Ah, se partager wow! des petits souvenirs de voyage puis des petits tips and tricks. Ouais, très cool, très cool. Puis là, c'est ça. Depuis quelques mois, t'habites, c'est ça, dans un autre pays, loin de ta famille. Dans le fond, toi, t'as des frères, des sœurs, ben un frère, des sœurs, tes parents. T'as grandi à Vaudreuil. Là, t'es rendu aux États-Unis. Tu suis ton rêve, tu te fais repêcher, tu t'en vas là. Tout change. Gros chapitre de vie pour toi. Qu'est-ce qui est le plus awesome dans cette expérience-là, puis qu'est-ce qui est le plus difficile depuis que tu habites loin de ta famille puis que tu vas à l'école aux États-Unis? Ben quand je suis arrivée ici, les 2 premières semaines, je me suis pas ennuyée de ma famille, je me suis pas ennuyée de rien, j'étais juste C'est comme la lune de miel un peu là. Ouais, c'est ça. J'étais heureuse. Je vivais ma best life, comme que je disais. Je me suis fait des nouveaux amis, là, je courais, tout se passait bien, j'aimais l'école, j'aimais tout. Puis après, un genre de 2 semaines, quand l'école a vraiment commencé et tout ça, je me suis dit, crime, là, je m'ennuie de ma famille. Donc, j'ai là, comme je me suis mis à les appeler plus souvent, puis je leur ai dit, ah, je m'ennuie de vous. Puis j'ai vraiment réalisé à quel point que j'étais proche de ma famille. J'ai tout le temps su, mais d'être aussi loin, ça m'a fait réaliser que c'est vraiment ma famille, c'est la chose top 1 la plus importante dans ma vie. Puis que, tu sais, mettons, mes sœurs, on est très, très, très proches aussi. Je suis proche de mon frère, je suis proche de mes parents, je suis proche de tout le monde. Mais depuis être là, tu sais, en fin de soirée, on était tous dans la chambre puis on parlait. Ou que le matin, me lever, d'avoir des petites conversations, ça m'a beaucoup, beaucoup manqué. Ben, ça me manque encore, mais je commence à être un peu plus habituée. Mais tu sais, on se fait quand même des FaceTime et tout. Puis sinon, de mon expérience ici, une chose qui est vraiment super, c'est qu'à cette université-là, on est énormément d'internationales qui sont ici. Dans mon équipe d'athlétisme, on est représenté par 9 différents pays. Donc, mes amis les plus proches, c'est une fille de Norvège, une fille de Pologne, une fille de Austria, c'est Autriche. Autriche. Ouais. Donc, ça, c'est comme mes amies filles que je suis le plus proche avec. Fait qu'on vient toutes de des pays différents. Fait que c'est très, très enrichissant de toujours parler de différentes cultures. Et j'ai beaucoup appris aussi sur, mettons, leur mode de vie là-bas, juste différents nourritures, différents. Fait que tu sais, c'est vraiment ça est mon top chose cool, mettons, que j'ai vécu ici, c'est d'avoir été entourée de des personnes d'un peu partout. Ouais, je dirais que ça, c'est ma chose préférée d'être ici. Puis tu vas voir, plus tu vas voyager, mais plus tu vas te faire des amis un peu partout, puis plus ta liste de destinations que tu veux faire va s'allonger. Ça va être comme, ah, je vais aller visiter mon ami en Autriche, Ouais, je vais aller visiter mon ami, tu sais, en Norvège. Fait que ça, c'est le fun parce qu'après ça, tu peux voyager puis aller visiter du monde un peu partout, là. Moi, c'est ça, en fait. Ça fait une dizaine d'années, là, que je vis une vie nomade. Puis, quand j'étais en Europe, c'est ça. J'étais allée rester chez une amie que ça faisait 15 ans que j'avais pas vue. J'étais allée dans la famille d'une autre de mes amies avec qui j'ai patiné. J'ai rencontré un ami d'un ami. Fait que lui, je le connaissais pas, mais l'ami, je l'avais rencontré au Cambodge. Puis lui, c'était un Espagnol. Puis il y avait son ami en Suisse. Tu sais, comme il y a plein de connexions. Ah, c'est trop le fun, ouais. Fait que, ah non, je sens que c'est que le début de ton déploiement international et voyageur. Très cool. Fait que ça va ressembler à quoi, là, les prochaines années? C'est quoi tes rêves, tes objectifs dans ton sport? C'est combien de temps? Là, t'étudies aussi, en même temps, évidemment. Est-ce que t'étudies à temps plein? T'étudies en quoi? Tu sais, qu'est-ce qui s'en vient, là, pour toi? Ouais. Dans le fond, en ce moment, j'étudie en neurosciences. Nice. Fait que ça pourrait me donner, ben, dans le fond, avec ça, je sais pas encore totalement ce que je veux faire. Mais comme option, j'aurais médecine sportive, j'aurais peut-être psychologue et psychologue sportif. J'aimerais ça faire peut-être les deux. Sinon, même physiothérapeute, il est pas fermé encore. Fait que ça, c'est mes options. Mais je veux que ça soit relié dans le monde du sport parce que, encore là, ça m'a marqué toute ma vie et j'ai besoin de rester dans ce monde-là. Et pour la course, là, il me resterait 3 ans universitaires dans le NCAA parce que c'est 4 ans d'éligibilité qu'on peut courir. OK. Fait que j'aimerais ça faire mes 3 ans. Tu sais, je sais pas encore après ça où je veux aller. Je sais pas si je veux aller retourner étudier pour mon graduate, fait que mon doctorat comme master au Canada, ou si je veux rester aux États-Unis. Ouais, ça, je sais pas encore. Puis ça me dérange pas trop de pas le savoir non plus parce que je laisse les choses aller, puis je me dis, il va arriver qu'est-ce qui arrive. Je fais beaucoup confiance à la vie pour ça. Mais je sais que je veux continuer à courir, même après mes 4 ans d'éligibilité. Fait que pour sûr,
peu importe où je vais être dans le monde à ce moment-là, je veux être en train de courir. Puis je sais pas si je vais continuer à faire des compétitions. Je sais pas jusqu'à quelle heure je vais faire des compétitions, mais pour sûr, je vais continuer à faire ce sport-là parce que j'aime beaucoup ça. Est-ce que tu aimerais ça le coacher ou est-ce que tu coaches des fois Ah le oui, ben sport en soi? j'ai une formation de coaching que j'ai faite niveau 1. Fait que j'ai déjà coaché des jeunes dans mon club d'athlétisme. Éventuellement, c'est sûr, je voudrais continuer à coacher. Ou comme là, je peux pas le faire en ce moment parce que je suis pas chez nous, mais cet été, peut-être, je pourrais continuer un peu à faire ça. Mais plus tard, éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça pour coacher parce que j'aimerais ça pouvoir donner ma passion à des jeunes et les aider à donner des trucs, puis juste les aider à devenir des bons athlètes. Mhm. Ouais. Si, je sais pas moi, tu te projettes dans le passé puis tu te vois, toi, à 10 ans, ou justement, tu aurais une petite jeune de 10 ans que tu es en train de coacher, là, que ça soit une version de toi-même plus jeune ou quelqu'un d'autre, avec tout ce que tu as vécu dans les 10 dernières années, à travers ton sport, à travers ta blessure, à travers tes nouvelles amies dans le sport, ton coaching, etc., qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des jeunes filles là, de 10-11 ans qui débutent dans l'athlétisme, dans la course, ou même dans n'importe quel sport? J'aimerais ça dire que je prendrais le temps de leur expliquer que c'est normal que des fois ça va aller moins bien parce que je pense que c'est la partie la plus difficile de ce sport-là. Fait que leur expliquer que c'est normal que des fois ça va aller moins bien que prévu, mais vraiment pas lâcher parce que c'est sûr que si tu t'entraînes bien, si tu fais tout ce qu'il faut, tu vas y arriver. Fait que de vraiment persévérer. Et aussi, c'est sûr que comme je sensibiliserais sur que ce sport-là, c'est un sport difficile parce que on se le cachera pas, c'est un sport, tu fais juste courir pour pousser ta limite encore plus. J'aimerais ça leur expliquer que oui, c'est difficile, mais que tout le bon que ça apporte, que tu sais, ça vaut les entraînements de se pousser. Tu sais, parce que je sais que quand j'étais plus jeune, des fois, je me disais, ah, c'est tough, ça me tente plus. Ah, ça fait mal. Mais d'arriver à leur faire voir comme plus haut que le mal, mettons, que cet entraînement-là peut donner, mais toutes les opportunités de compétition, les nouveaux amis, tu sais. Fait que juste les aider à les encadrer puis je sais que des fois c'est difficile, mais il y a mieux que le difficile. Ouais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis là, je veux dire, tu sais, moi, non, j'ai 33 ans, là, je me considère encore jeune, mais je veux dire, même depuis que j'ai arrêté, justement, le patinage plus compétitif, là, à 18 ans, de voir tout ce que ce sport-là, puis cette rigueur-là, cette discipline-là, puis tous ces moments-là parce que j'ai tombé, puis j'étais déçue, ben, ce que ça m'a amené, tu sais, dans ma vie depuis. Puis en plus, moi, j'ai fait un comeback genre à 29 ans, fait que 10 ans après avoir fini ma carrière, je me suis rentraînée, je l'avais pas vraiment dit à personne. J'ai été faire 2 compétitions, puis c'était comme à ce jour, ça reste un des plus beaux jours de ma vie, là, tu sais, parce que je l'ai fait tellement différemment, avec justement tout ce que j'avais accumulé, puis compris, puis appris, puis la sagesse qui vient aussi après, tu sais. Mais c'est que ça vaut la peine parce que, tu sais, j'ai parti ma business en 2016. Je veux dire, il y a plein de fois que je me disais, hey, grâce à mon double axel, qui est un saut que, mon Dieu, que j'ai travaillé longtemps, puis que j'ai bûché, puis j'ai tombé, puis il m'a tellement découragé, ce saut-là. Ben, grâce à cette persévérance-là du double axel, ben, je suis entrepreneur maintenant, puis je persévère dans ma business, tu sais, exemple. Fait que c'est toutes des belles choses que quand on est tout petit, on est jeune, même si ta coach te le dit, tu fais comme, ouais, mais en ce moment, je suis frustrée, puis je trouve ça dur. Ben, c'est cette espèce de réflexion-là, tu sais, qui vient plus tard avec les années. Fait que c'est sûr, tu sais, puis de t'entendre aujourd'hui, c'est sûr que tu vas continuer de cheminer, d'évoluer, puis toutes ces belles choses-là que tu vis, puis ces choses-là plus difficiles que tu vis, mais ça va t'aider dans n'importe quoi d'autre, dans toutes sortes de sphères, là, dans ta vingtaine, dans ta trentaine et après, là, absolument. Oui, c'est sûr qu'il y a des belles leçons que je peux apprendre de ce sport-là, puis de toutes les qualités que j'ai besoin d'avoir, puis pour pratiquer ce sport-là, ben ça m'aide dans plein de sphères de ma vie, comme étudier. J'étudie très, très fort, mais c'est parce que j'ai une belle discipline, puis je suis capable de persévérer dans mon sport, puis je suis capable de l'appliquer aussi dans mes études. Donc, c'est sûr que ça va m'aider. Oui, absolument. Écoute, on arrive à la fin de notre conversation awesome. Je comprends encore plus maintenant pourquoi Sarah disait vous devez vous parler parce qu'on a plein de choses en commun. T'es super inspirante. Je suis certaine que les gens qui ont écouté aujourd'hui, ça leur a donné justement un petit rappel. C'est des choses qu'on peut appliquer dans notre vie d'adulte, même si on n'est pas dans un sport super compétitif ou de performance. Fait que merci pour ton partage. J'aurais 2 dernières questions à te poser. Au-delà des gens que tu as déjà mentionnés, fait que ton amie Juliette, tes coachs, tes amis là, que tu rencontres en ce moment aux États-Unis, est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu aimerais remercier ou saluer là, pour leur dire merci, qui t'inspirent, qui sont des role models pour toi?
Mais pour sûr, mes parents, parce que, Mhm. et bien ma famille, ben, parce qu'ils sont toujours là pour moi, n'importe quand que je suis stressée, après une bonne course. Tous les moments puis les gammes d'émotions possibles, ils sont là pour moi, pour m'aider. Donc, mes parents, c'est mes number one fans. Oui. Et sinon, il y aurait mon copain Mickey que j'ai rencontré ici j'ai rencontré le deuxième jour que je suis arrivée ici. Puis depuis, on est ensemble depuis, mais il est vraiment toujours là pour m'aider, me supporter dans mon sport. Donc lui aussi, il m'aide beaucoup. Génial. Je suis contente de t'entendre dans les différentes sphères de ta vie, tu sais, parce que ça aussi, c'est Mhm. important. Quand on est full passionné par un sport, c'est vraiment cool. Mais tu sais, on entend que tu as aussi des aspirations, genre au niveau de tes études en neurosciences, tu sais, t'as un copain, t'as ta famille, t'as ta vie Ouais. sociale. Fait que t'es vraiment un modèle à suivre pour beaucoup d'entre nous, là, de bien Ah, ouais, s'équilibrer dans merci. nos sphères de vie. Super. Puis, écoute, la dernière question, je pose cette question-là à toutes mes invités. T'en as mentionné une tantôt, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu as une citation préférée ou un mantra? Tu as mentionné I can and I will là, quand tu es sur Mhm. le départ, là, tu sais, mais est-ce qu'il y en a une autre que tu aimes beaucoup, qui te parle, que tu te répètes peut-être pour t'aider? Euh, ben, je me dis, je sais pas si ça considéré comme un mantra, mais je me dis, je fais beaucoup confiance en la vie, fait que je me dis, il y a rien, il arrive pour rien. Fait que ça, c'est Mhm. vraiment quelque chose il est important pour moi, là. Fait que je me dis, s'il arrive quelque chose, il y a une raison cachée derrière. Peut-être que je la vois pas tout de suite, mais ça va me mener à quelque chose de mieux après. Donc, rien n'arrive pour rien, puis I can and I will, c'est mes préférés. Ouais, super. Ben écoute, merci Naila. On va continuer de te suivre. Dans le fond, c'est ça, tu as un Instagram aussi pour, je sais pas si tu partages souvent tes compétitions, tes trucs. Oui, je mets des nouvelles de mon sport dessus, occasionnellement, ouais. Parfait. Fait que je vais mettre ton lien IG là, dans la description du podcast. Comme ça, s'il y en a qui veulent commencer à te suivre après la conversation d'aujourd'hui, ou si il y a des jeunes qui sont à l'écoute, qui sont comme, ah, j'aurais peut-être ça, moi, c'est la course, tu sais, ou quoi que ce soit, ben, ils vont pouvoir continuer à être inspirés par, c'est ça, par ton Instagram. Oui, parfait, mais merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun de te parler. Ça fait bien plaisir. Merci à toi. Merci.